Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision à la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Actu7, le magazine qui fait le tour de l'actualité sur votre chaîne panafricaine internationale. Et pour discuter des sujets retenus aujourd'hui, Ousseynou Nargueil devrait être en ligne de Dakar. Ousseynou Nargueil est éditorialiste, journaliste et fondateur du site d'information tract.sn. À ma gauche, Georges Wenceslas Saboké, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour à tous et bon dimanche. Et pour ouvrir ce magazine, le fait de la semaine, qui est la restitution du sabre d'El Hadj Oumar au Sénégal, une restitution qui a suscité énormément de commentaires. Le sabre d'El Hadj Oumar Tall, aujourd'hui restitué au Sénégal, est un trésor de guerre français pris de force en 1893. La lame et le fourreau étaient exposés jusqu'alors au musée des Invalides de Paris. Le président Macky Sall, à l'heure de la cérémonie de restitution de cet objet d'une grande importance symbolique, indiquait la portée de cette cérémonie. Ce jour est historique. Voici que des descendants d'anciens belligérants se retrouvent et sympathisent comme pour signer définitivement la paix des braves avec cette cérémonie marquant la signature de la convention de dépôt du sabre de l'Hadj Oumar Tall, prélude à sa restitution définitive après l'adoption de la loi y-afférente. Les représentants de la grande famille d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour l'occasion, notamment du Sénégal, du Mali, de Guinée, du Nigeria. D'autres dignitaires religieux, musulmans et chrétiens n'ont pas manqué ce grand moment. Rappelons qu'El Hadj Oumar Foutiyou Tall fut un savant musulman, chef spirituel de la Tidjaniya et redoutable chef de guerre qui avait combattu les colons français. Cette restitution fait suite à de longues tractations menées par les États africains pour que leur soient rendus les nombreux objets de leur patrimoine se trouvant à travers le monde et particulièrement en France. Alors la restitution du sabre d'El Hadj Oumar, nous le disons, a suscité énormément de réactions. Beaucoup avancent que c'est un faux sabre qui a été rendu au Sénégal. Bon, il faut des experts pour regarder ce sabre et puis se rendre compte que c'est un vrai ou un faux. En tout cas, toujours est-il que il y a des éléments pour apprécier normalement, et donc au Sénégal on devrait pouvoir avoir des experts pour le faire. C'est une cérémonie symbolique. Est-ce que cela marque véritablement le départ du retour de tout ce patrimoine culturel arraché à l'Afrique qui se trouve à travers le monde, et comme il a dit dans le sujet, particulièrement en France? On l'espère, parce que l'année dernière on a assisté également ici à Libreville à la restitution de 4 objets, 4 objets sur l'ensemble, ce sabre sur tout l'ensemble. Bon, c'est symbolique, c'est peut-être un départ, mais c'est un départ au petit trot, j'allais dire. Un départ au petit trot, surtout que Felwine Sarr du Sénégal, universitaire éminent, a fait remarquer que depuis 12 mois, depuis que le président Emmanuel Macron a annoncé que ces objets d'art seraient restitués aux pays africains, eh bien, c'est beaucoup plus que timide. Alors Macron, ça se fait presque au ralenti. Voilà, le président Macron, le président français, a fait, quand il a accédé au pouvoir, il a fait beaucoup d'annonces concernant l'Afrique, et justement, on continue d'attendre justement que ces annonces-là se matérialisent, notamment au niveau de la restitution du patrimoine culturel africain. Il a fait cette annonce et on attend que cette annonce se réalise. Il y a aussi tous les partenariats qu'il a annoncés dans tous les
domaine politique, économique, etc. Bon, on attend que tout ça se mette véritablement en route. Est-ce que c'est un temps de réflexion qu'il s'est donné pour passer à la phase de mise en pratique? La question est posée. Mais moi, je pense que la vraie difficulté se trouve au niveau des pays africains, qui ont tendance dans tous les domaines à fonctionner seuls, à aller de façon individuelle, alors que là, concernant cette question de la restitution du patrimoine culturel africain qui se trouve disséminé à travers le monde, je pense que les Africains, là aussi, devraient se mettre ensemble et mener une action commune. C'est pareil pour les problèmes économiques, c'est pareil pour tous les autres problèmes, les problèmes politiques, et cette question ne devrait pas échapper à cette règle. Malheureusement, l'une des caractéristiques du fonctionnement des pays africains, c'est d'y aller chaque fois face à des puissances tout seul. Que vaut un petit pays en face d'une grande puissance, alors qu'on peut se mettre en groupe, faire en sorte qu'on se retrouve au niveau régional ou même au niveau continental, et puis faire des revendications. C'est pas encore le cas. Les revendications fusent de différents pays, mais il n'y a pas encore une action véritable commune qui est menée. Et il y en a qui soutiennent également que c'est un véritable marché de dupes, puisque ces objets d'art sont restés longtemps dans on fait rentrer pas mal d'argent, des tonnes d'argent en étant exposés dans des musées en France notamment. Alors comment arriver à compenser tout ce que l'Afrique a perdu, notamment sur le plan financier? Mais justement, tout ça devrait faire l'objet de réflexion, de discussion, de débat, d'abord entre Africains, et puis ensuite transmettre aux Occidentaux qui détiennent tout ce patrimoine-là, eh bien, les revendications d'une partie, d'une région de l'Afrique ou de l'Afrique tout entière, parce que chaque pays africain a subi ce transfert forcé de son patrimoine. Et donc, encore une fois, tant qu'il n'y a pas une action concertée commune, je pense que même au niveau financier, eh bien, ces pays ont fait entrer dans leur caisse beaucoup d'argent, parce que c'est des objets qui ont attiré la curiosité. Et puis, il ne faut pas oublier aussi il y a un dédommagement peut-être au plan moral, au plan psychologique, parce que quand on arrache comme ça ces objets très importants, symboliques, qui ont une charge, comment on va dire, qui ont en eux une charge, eh bien cela a contribué à déstabiliser les sociétés africaines. Et donc il y a certes une compensation financière à faire, mais il faut regarder aussi au plan psychologique, au plan moral. Alors, on attend des sommets, des rencontres pour que cette question se trouve des stratégies de solutions. Par exemple, à propos de ce sabre, pour en revenir à lui, il est rapporté que certains membres de la famille de Hadj Oumar indiquent qu'il ne s'agit pas du vrai, que c'est un vrai faux sabre. Vous savez, aujourd'hui, avec le numérique, on peut photocopier un objet et le reproduire. Donc, c'est le travail d'expert. Il s'agit d'un travail d'expert. Il faut interpeller les experts pour qu'ils jettent un coup d'œil sur ce sabre. Et on rappelle que cette charge, selon ce qui est rapporté dans les livres d'histoire, avait une dimension. Enfin, le vrai sabre de Hadj Oumar avait une dimension mystique et spirituelle. Voilà, il se retrouve désarmé. C'est pour ça que je dis que ces objets avaient une charge solide qui faisait que celui qui les détenait, eh bien, il avait une certaine force, une certaine puissance. Et quand on vous arrache ça, eh bien, c'est comme si on vous tranchait un bras. Et il est rapporté toujours par les historiens que c'est après avoir perdu ce sabre qu'El Hadj Oumar a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara
quelque part au Mali. Maintenant, il y a vous avez abordé tout à l'heure la question de l'expertise. Est-ce que vous avez le sentiment que les États africains sont suffisamment prêts pour accueillir ces objets d'art et pour en prendre soin aussi pour les rentabiliser? Justement, c'est la question, c'est-à-dire, encore une fois, il revient aux États africains de s'arrêter, de marquer un stop, de se mettre ensemble, de réfléchir, et puis de voir qu'est-ce qu'il y a à faire ensemble. Il faut faire des choses ensemble, mettre en place, construire des musées, et puis, vous savez, par exemple, l'année dernière, quand le Gabon a reçu les quatre objets, il s'agissait d'objets qui ont appartenu à une région qui est aujourd'hui à cheval sur le Congo, le Gabon, etc. Alors, comment est-ce que à qui on remet vraiment ces objets, surtout que les populations ont été séparées par des artifices de frontières, et donc il y a des concertations à faire entre pays, faire en sorte que, eh bien, on puisse construire des musées sous-régionaux, des musées africains qui vont contribuer à faire tourner, par exemple, le tourisme. Moi, je pense que, encore une fois, il faut de la concertation au niveau des Africains. De la concertation au niveau des Africains, au-delà de la concertation et de l'expertise qui a été évoquée, il y a aussi la responsabilité individuelle des États. Que font les différents États pour continuer de faire pression sur la France, au fin de ramener ces objets d'art? Absolument, et puis chaque État même devrait essayer d'évaluer ce qu'il a perdu. Et puis c'est tout ça mis ensemble qui va permettre j'allais dire, d'envoyer un tir groupé en direction de la France. Bon, on attend que les États se réveillent. Pour le moment, il y a des débats sur les réseaux sociaux avec les intellectuels. Il y en a qui sortent des articles dans des magazines, dans des journaux, etc. Mais il faut inciter maintenant les dirigeants à se mettre ensemble. Dans chaque pays, il y a un ministère de la Culture. Les différents ministères de la Culture peuvent se mettre ensemble et puis trouver des solutions. Et les ministères de la Culture sont souvent très mal lotis dans la plupart des pays africains, comme pour dire que c'est le dernier des soucis. Mais il leur revient de donner de l'importance à ce qu'ils font. Faut pas se contenter d'organiser 2-3 petits concerts, de donner une médaille à un artiste ici et là. Il faut véritablement faire en sorte que la culture soit le socle comment on va dire ça, des stratégies de développement dans nos différents pays, parce que moi je reviens toujours à ce que j'ai entendu. Alors, nous allons voir s'il est en ligne, Ousseynou Nargueil. Ok. Il était en repérage. Ousseynou Nargueil, bonjour. Ousseynou Nargueil, qu'on va peut-être retrouver dans un petit moment. Mais alors, j'étais en train de dire que j'ai écouté une phrase de Cheikh Hamidou Kane, moi qui sonne très fort dans mon esprit, il a dit, il faut opérer un recours à nos traditions, pas un retour, mais un recours. C'est-à-dire, il faut s'appuyer désormais sur nos traditions pour organiser notre développement. Et moi, je pense que c'est le rôle des différents ministères de la culture qu'on a dans nos différents États. Des ministères de la culture qui vont avoir énormément de travail. Il y a suffisamment d'intellectuels pour faire ce travail. Je pense que dans chaque pays africain, il y a les hommes qu'il faut. Maintenant, il faut leur donner quelques moyens et puis faire preuve de détermination, de volonté, parce que la volonté. Il va falloir donner de gros moyens. Ouais, des moyens, et puis la volonté, surtout la volonté politique. C'est la volonté politique qui va déterminer justement la mise à disposition des moyens.
La volonté politique, on l'espère, qui sera au rendez-vous pour permettre à cet important patrimoine africain qui est disséminé à travers le monde, à travers les musées notamment en France, de revenir au pays comme c'est souhaité et comme le président français Emmanuel Macron en avait pris l'engagement il y a un an. Et nous abordons cette fois une question de justice et l'interpellation il y a quelques jours en Afrique du Sud de l'ancien ministre de la sécurité du président Jacob Zuma, de l'ancien président Jacob Zuma, un ministre de la sécurité qui avait été très éphémère et qui est aujourd'hui député de l'ANC, le Congrès national africain, et qui occupe des responsabilités au Parlement. Il est reproché à Bongani Bongo, ancien ministre de la Sécurité d'Afrique du Sud, d'avoir fait pression sur une commission d'enquête. Précisément, la commission parlementaire mise en place pour faire la lumière sur la gestion du géant public de l'électricité, Eskom. En Afrique du Sud, cette interpellation est la première du genre, selon les médias. Bongani Bongo aurait tenté en 2017 d'influencer un avocat de la commission d'enquête du Parlement sur l'entreprise Eskom. Cet ancien ministre de la Sécurité est également aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Il dirige aussi la commission parlementaire sur les affaires intérieures. Pour nombre d'observateurs, son arrestation est le signe que d'autres personnalités de haut rang parmi les ministres et chefs d'entreprise seront traduites en justice. Le président Jacob Zuma avait fait de la lutte contre la corruption en accédant au pouvoir son principal objectif. Un ancien ministre de la Sécurité interpellé pour une tentative de pression dans l'affaire Eskom, pour trafic d'influence. Ouais. Alors, l'affaire sera jugée au mois de janvier, mais c'est la preuve, au moins que le président Cyril Ramaphosa tient à nettoyer les écuries d'OGS comme c'est entendu. Absolument. Et quand on regarde la situation financière difficile actuelle d'Eskom, la Société nationale d'électricité, on se rend compte que bon, il y a du travail à faire. L'État sud-africain est en train de trouver les voies et moyens, et surtout les moyens financiers pour renflouer les caisses de cette société, faire en sorte que tous les déficits budgétaires que l'on a constatés dans le fonctionnement de cette société soient plus ou moins réglés. Et c'est en même temps l'occasion, justement, de voir clair dans le fonctionnement de ce géant dans l'économie sud-africaine, et de voir s'il y a des choses, des anomalies qui ont été perpétrées pendant le fonctionnement de la société. C'est ce qui vaut à cet ancien ministre, eh bien, cette interpellation. On sait que un ministre, c'est quelqu'un d'influent qui peut orienter dans un sens comme dans un autre une enquête, et justement, il est question de faire en sorte que la lumière soit faite sur ces différents problèmes de corruption qu'on a constatés lors du mandat de Jacob Zuma. Est-ce qu'il est véritablement possible de séparer les affaires de la politique, puisqu'on voit que l'actuel président Cyril Ramaphosa a d'une certaine manière été égratigné par une affaire de corruption par rapport au financement de sa campagne. Oui, il ne faut pas oublier que lui-même, il était au départ homme d'affaires. Il a un certain nombre d'affaires, et donc quand les affaires et la politique se côtoient, bon les parlementaires, l'opinion nationale, ils jettent un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas confusion au niveau des gens. Et en ce qui concerne l'Afrique du Sud, le Congrès national africain, qui reste certes au pouvoir, mais qui est en perte de vitesse, a besoin de redorer son blason, une image ternie par de nombreux scandales de corruption qui ont entaché le magistère de l'ancien président Jacob Zuma. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour le Congrès national africain de faire oublier, et pour le président Cyril Ramaphosa de faire oublier le passage à la tête de l'État jugé chaotique de Jacob Zuma?
En tout cas, la partie de l'ANC qui se trouve actuellement au pouvoir a obligation de le faire. Jacob Zuma a laissé des traces négatives. C'est ça même qui a été à la base de son départ de la tête de l'Afrique du Sud. Et donc, le président actuel, Cyril Ramaphosa, a besoin de faire la lumière, de donner des gages de rigueur, des gages de fermeté dans la lutte contre la corruption. Et c'est de cette façon certainement que les vannes qui sont déjà ouvertes au sein de l'ANC vont peut-être se resserrer, se refermer, parce que petit à petit, certes, l'ANC reste le parti dominant, mais avec beaucoup plus de faiblesse. Alors nous allons essayer de repartir à Dakar, joindre Ousseynou Nargueil en misant sur une meilleure qualité de la ligne cette fois. Pour l'instant, il n'est pas en ligne, on n'a pas pu le joindre. On espère pouvoir y arriver d'ici. Alors, le numéro que vous m'avez donné n'est pas sur WhatsApp. On l'entend. Alors, il y a un petit problème de liaison. C'est nous qui explique qu'il y a un problème de numéro de téléphone, semble-t-il, qui va peut-être être résolu, on l'espère. Et nous disions donc en ce qui concerne l'Afrique du Sud qu'il y a d'autres pays qui sont dans la même dynamique, qui sont sur la même dynamique, c'est-à-dire qui sont actuellement en train de faire un effort de lutter contre la corruption. C'est un mal qui n'est pas propre qu'à l'Afrique du Sud, mais qui touche de nombreux pays. Qui touche tous les pays africains. On connaît à travers le monde aussi. Oui, on a vu la réaction du président ghanéen il y a un peu plus d'un an. C'était où? C'était au Sénégal, lors des assises sur le financement de l'éducation. Eh bien, le président ghanéen a interpellé ses pairs et il leur a dit: si nous faisons en sorte que la corruption se retrouve dans sa plus simple expression, eh bien, on n'aura même pas besoin d'organiser des sommets pour chercher des financements pour notre éducation. On pourra trouver nous-mêmes, au sein de nos États, les moyens qu'il faut pour financer l'éducation nationale. C'est des paroles fortes qui ont été lancées par le président ghanéen, et tout le monde sait que la corruption fait beaucoup de mal à l'Afrique, mais c'est la corruption entre les États africains des fois et de grandes puissances. Et c'est vrai que souvent les organismes internationaux interpellent, épinglent les pays africains, mais on oublie volontairement ou pas que eh bien en Occident il y a beaucoup de personnes qui sont trempées dans la corruption avec l'Afrique. Et c'est justement parce que la corruption fait en sorte que le continent africain perde beaucoup, qu'il faut absolument la combattre, non pas qu'il n'y a pas de corruption, des millions de dollars, qu'il n'y a pas de corruption ailleurs, mais les millions de dollars qui sont perdus par les pays du continent africain en raison de la corruption. Oui, prenons le pétrole. Le pétrole, c'est une denrée, dès qu'elle est découverte dans un pays, eh bien, tout le monde est content. Maintenant, comment est-ce que se passent les marchés avec les éventuels exploitants? Souvent, il y a un gros flou qui entoure les passations des marchés, et quand on regarde également les résultats, il y a de l'argent qui est produit, mais cet argent n'est pas injecté dans le fonctionnement de l'économie nationale, et ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a souvent les infrastructures qui ont du mal à être construites dans pas mal de pays. Il y a ces problèmes de surfacturation, etc. Voilà, de pots de vin. L'Afrique est en quête en permanence d'investissement, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment fonctionne le monde, eh bien, pratiquement tous les regards sont tournés vers l'Afrique. L'Afrique a besoin de beaucoup d'argent pour organiser son économie et la relancer. Malheureusement, eh bien, dans les passations des marchés, dans l'organisation de cette économie, eh bien, il y a un peu trop de failles. C'est pour ça que, par exemple, la Banque mondiale a lancé cette initiative de Doing Business,
comment un État arrive à clarifier son fonctionnement, arrive à faire en sorte que, eh bien, le climat des affaires soit assaini. Eh bien, c'est des données, des initiatives qui sont faites ici et là pour ramener de la clarté, de la transparence dans le fonctionnement des États. Des initiatives, on le rappelle, qui sont prises sur le continent depuis longtemps. Il y a les commissions de lutte contre l'enrichissement illicite qui sont mises en place dans pas mal de pays. Oui, ces commissions-là fonctionnent beaucoup plus comme des moyens de pression politique. Alors le problème de ces commissions, c'est qu'elles manquent souvent d'indépendance. Elles sont mises en place par les pouvoirs et elles manquent d'indépendance vis-à-vis justement de ces pouvoirs-là. Il faut trouver les mécanismes pour faire en sorte que une institution chargée de veiller de faire en sorte que l'enrichissement illicite soit indexé, eh bien il faut lui donner les moyens et puis il faut des textes qui lui permettent de fonctionner de façon indépendante des pouvoirs. Ce qui n'est pas toujours très évident. Essayer d'être indépendant des pouvoirs et pourtant ça tout en étant nommé par le pouvoir. Ce qui n'est pas très évident. Voilà, c'est pas toujours très évident. C'est vrai que les magistrats, un peu partout sur le continent, crient haut et fort qu'il leur faudrait plus de justice, étant donné que le corps judiciaire est un pouvoir à part entière. Mais il faut comme on le dit, il faut arracher son indépendance. Il faut la prendre. Il faut pas attendre qu'on la donne. D'ailleurs, une indépendance, on la donne pas. On la prend, on l'arrache, on mène une lutte qui conduit justement à cela. Et dans nos différents États, la société civile, les associations de personnes qui travaillent dans le domaine juridique, eh bien, devraient pouvoir inciter à cela. Nous allons nous rendre cette fois en Algérie où 9 mois après la chute, on va dire, du président Abdelaziz Bouteflika, eh bien il y a toujours des remous et nous avons finalement en ligne Ousseynou Nargueï. Ousseynou, bonjour. Aziz, bonjour. Oui, Ousseynou, on va vous donner l'occasion rapidement de réagir à la restitution du sabre d'El Hadj Oumar au Sénégal. Oui, j'imagine que vous avez déjà campé le décor en indiquant que ce sabre d'Oumar Foutiyou Tall a été restitué dans le cadre de la visite du Premier ministre français et de sa délégation à Dakar. Effectivement, il y a pas mal de polémiques, d'abord sur la réalité de cette restitution, parce que une radio internationale a dit que ce sabre a été restitué pour une durée de 5 ans, donc il est prêté à l'État du Sénégal et non pas définitivement restitué. Un intellectuel sénégalais qui a été en charge de la France d'un document sur la restitution des objets culturels africains, Mamadou Felwine Sarr, a porté la réplique en disant non, cette restitution était définitive. Alors, on ne sait pas. Toujours est-il que le dit sabre est au musée des civilisations noires de Dakar en ce moment. Il faut rappeler que sous le président Abdou Diouf, il y a plus de 20 ans, le dit sabre avait été restitué au Sénégal pour la même durée de 5 ans. Est-ce qu'il restera là? Et puis, les Sénégalais se posent des questions. Est-ce que Oumar Foutiyou Tall avait vraiment un sabre, parce que c'était un chef religieux? Et s'il avait un sabre, est-ce que c'était le seul sabre? Je crois que le mot de la fin a été trouvé par mon ami écrivain Elgas, auteur de Un Dieu et des mœurs chez Présence africaine. Elgas qui, dans un post Facebook, a utilisé le mot sabre, a détourné le mot sabre dans une liste de 20 et plus classiques africains et sénégalais de la littérature. Et donc ça a beaucoup fait rire et finalement on ne sait plus trop si c'est une sabre affaire ou une sombre affaire. Mais Ousseynou Nargueï, vous avez sûrement suivi de près cette cérémonie, vous qui êtes également très concerné par les faits culturels. Quel sentiment avez-vous eu? Le sentiment que j'ai, c'est que on a des milliers d'objets culturels africains issus de la rapine coloniale qui sont dans les musées français et occidentaux, et on en demande la restitution en tant que pays africain. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, de deux points de vue. D'abord, la culture muséale
et celle de l'art comme objet de visite, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ancré en Afrique. Donc, s'il faut mettre des objets dans des musées en Afrique pour qu'ils ne soient pas vus par les Africains, je crois qu'on n'aura pas beaucoup avancé, on n'aura pas beaucoup fait avancer le schmilblick. Les objets africains dans les musées occidentaux sont très visités. Alors, est-ce que quand ils seront ces objets-là dans les musées en Afrique, au Sénégal par exemple, ils seront visités par des amateurs occidentaux ou africains? La question peut se poser. Et la deuxième question que je pose, c'est celle même de la capacité de nos musées à accueillir ces objets-là. Parce que quand je prends l'exemple du musée des civilisations noires de Dakar, qui a été inauguré en décembre dernier, d'accord, c'est un très beau bâtiment, mais je vous informe qu'actuellement, la ligne fixe de téléphone de ce musée, inauguré depuis moins d'1 an, est suspendue pour défaut de paiement de facture. On ne peut pas les joindre. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est le questionnement que je me pose. Et pour en revenir au sabre, le Premier ministre français, Monsieur Philippe, nous a dit en tout cas qu'il était un amateur de sabre. Il en avait un dans son bureau qui provenait du Haut-Rhin. Voilà. Alors, un amateur de sabre, Georges Aboké, on voit bien que tout ce qui est culturel sur le continent a très peu de valeur et que les Aziz, si vous permettez, je me demande si ces objets-là ont une valeur culturelle ou cultuelle. Je pense qu'ils ont plutôt une valeur cultuelle. Une valeur culturelle. Pour les Africains. Oui, il y a eu la présence, par exemple. Rituelle et culturelle. Oui, valeur. Je suis pas totalement d'accord. Valeur culturelle avec. Là, vous faites allusion au fait qu'El Hadj Oumar soit un marabout de la Tidjaniya. Exactement. Je pense que ce ne sont pas des objets qui étaient faits pour être admirés dans un musée, mais c'est des objets qui étaient faits pour plutôt donner lieu à des cérémonies et à des célébrations rituelles. Alors, Georges Aboké, vous semblez en désaccord. Oui, pas totalement d'accord, dans la mesure où c'est vrai que en Afrique aujourd'hui, dans nos différents pays, il y a une sorte de désintérêt, il y a très peu d'intérêt en tout cas pour la chose culturelle, mais cela ne veut pas dire que cette situation va perdurer. Il est question de mettre un peu plus d'intérêt dans ce genre de situation et je pense que progressivement, les Africains vont se réveiller. Il y a beaucoup d'intellectuels qui réagissent favorablement à mettre un peu plus d'intérêt dans la chose culturelle et je crois que il faut y aller, il faut récupérer d'abord ce qui est, c'est un dû, ça nous appartient, il faut le récupérer et il n'est pas question de continuer de laisser ces objets, ce patrimoine là-bas. Donc il faut le faire venir, mais en le faisant venir, cela veut dire qu'on met en place les conditions de comment on va dire ça, les conditions d'installation, d'organisation justement d'un musée. Voilà, il est question de tout organiser. Georges Aboké, nous allons nous rendre cette fois en Algérie où le pouvoir actuel continue d'être contesté malgré la campagne pour l'élection présidentielle qui a été lancée. Le mouvement du Hirak reste un contestataire virulent de l'élection prévue pour le 12 décembre, mais le calendrier électoral reste intact et les 5 candidats en lice se font plutôt discrets. Cette campagne électorale démarre environ 7 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, alors que le déroulement et l'issue de ce scrutin restent incertains en raison de son rejet par le mouvement de contestation. L'opinion nationale et internationale appréhende un scrutin tendu et nourrit le fervent vœu que la contestation demeurera pacifique pendant cette campagne qui se terminera le 8 décembre à minuit, soit 3 jours avant le jour du vote. Les 5 candidats en lice ont tous été d'une manière ou d'une autre partie prenante du régime d'Abdelaziz Bouteflika pendant les 2 dernières décennies, ce qui les met un peu en disgrâce avec une bonne partie de la population. Parmi eux, les ex-premiers ministres Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, tous deux septuagénaires et qui font figure de favoris.
À leur côté, Azdine Mioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina. Le premier jour de la campagne électorale n'a enregistré aucun meeting, ni à Alger, encore moins dans l'une des grandes villes du Nord où le refus du scrutin est clamé chaque semaine. Abdelkader Bengrina avait planifié une tournée dans la capitale avec la presse tout en refusant d'indiquer à l'avance les lieux où il se rendrait. Ali Benflis, lui, aurait été vivement chahuté à Tlemcen, au nord-ouest d'Alger. Plusieurs centaines de personnes se seraient rassemblées devant la salle où le candidat devait animer un meeting et ont scandé « Benflis dégage ». Une autre preuve que cette campagne est controversée, c'est qu'aucun candidat n'a encore apposé ses affiches électorales sur les panneaux prévus à cet effet dans la capitale. Ousseynou Nargueil, on est à 9 mois de mobilisation dans la rue en Algérie. La rue, de votre point de vue, va-t-elle pouvoir faire reculer le pouvoir, le gouvernement actuel qui a déjà ouvert les hostilités en ce qui concerne la campagne électorale pour la présidentielle prévue au mois de décembre? C'est quelque chose qui interpelle. On est en face d'un véritable printemps algérien, lequel printemps, au lieu de 3 mois, dure depuis 9 mois. Je pense que la rue est mobilisée contre les candidats que vous avez cités. D'abord parce que tous ces candidats sont l'émanation, ont collaboré peu ou prou à un moment ou à un autre avec le système qui est en place depuis 1962 et qui a continué avec Bouteflika. Ce système-là dont la rue veut se débarrasser. La rue veut se... Qui a quitté la galaxie Bouteflika en 2003 et qui s'est radicalement posé comme opposant. Mais je pense que la rue, ce que la rue veut, c'est d'abord une transition qui permettrait de remettre à plat le fonctionnement du système lui-même et non pas de changer un homme pour remettre quelqu'un qui deviendrait un autre autocrate après Bouteflika. Mais le général Gaïd Voilà, Salah... donc cette présidentielle du 12 décembre, je doute qu'elle se tienne dans de bonnes conditions et je doute même qu'elle puisse se tenir parce que la rue dans laquelle des millions d'Algériens sont mobilisés ne compte pas se laisser faire. Le général Gaïd Salah qui tient les commandes actuellement, Georges Aboké, fait partie de la transition. Fait partie de la transition, alors qu'il est parmi les revendications des manifestants, il y a justement la demande de départ. Alors les manifestants, Gaïd Salah. Il va être difficile d'anesthésier entièrement le climat politique algérien parce que à moins de vraiment de liquider tout le monde, ça va être difficile. Il y a certains qui ont plus ou moins collaboré avec les différents pouvoirs en Algérie, mais qui certainement ne sont pas trempés dans de grosses affaires et je pense que cette transition doit rester ferme. La rue les revendications de la rue sont vives, mais il va falloir tenir ferme jusqu'à cette élection et puis il va revenir aux autorités qui auront été choisies de remettre de l'ordre dans tout et dans tout le système socio-politique algérien. Mais une chose est claire, c'est que désormais, eh bien, le signal est donné. Et on le sait d'ailleurs qu'en Algérie, c'est toujours la rue qui dirige et plus que jamais, justement, l'exemple est donné depuis 9 mois. Et donc, celui qui va s'installer dans le fauteuil présidentiel, je crois, va devoir en tenir compte plus que ses prédécesseurs. Ousseynou Nargueil, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la rue continue de diriger, comme ça semble être le cas en Algérie? La démocratie, c'est le règne de la et le choix du peuple. Il pense que la rue soutient l'armée, mais je crois qu'il y a une rupture de confiance entre l'armée algérienne et le peuple algérien. Une rupture de confiance qui se traduit par ces demandes incessantes, Georges Aboké, à l'armée de libérer. Dans tous les cas, des institutions et des hommes étaient au service du pouvoir précédent et donc encore une fois, il va être difficile d'anesthésier totalement, de liquéfier totalement tout ce qui a existé. Il y a des reliques qui sont là, notamment le général de la transition, qui va faire en sorte de passer rapidement le pouvoir à celui qui va être élu. Et il revient justement, comme je le disais tantôt, à celui qui va être élu de remettre les choses en place et
de tenir compte désormais encore plus de ce que la rue veut. Il y a donc semble-t-il une tentative au Ousseynou Nargueil de passage en force de l'armée qui se décide, hein, vu la résistance de la rue. Oui, en effet, l'armée, la grande muette, comme on l'appelle dans tous les pays du monde, est pour la stabilité, pour la discipline. Donc, le vide institutionnel qui a été créé par le départ précipité et poussé de Bouteflika, je crois que c'est quelque chose qui n'arrange pas l'armée, qui arrange d'autant moins l'armée qu'en Algérie, l'armée n'est pas seulement une puissance militaire, elle est aussi propriétaire de biens économiques, de champs, d'usines, et tous ces armées-là, tous ces généraux de l'armée algérienne constituent une oligarchie qui règne sur l'économie également. Donc je peux comprendre que l'indiscipline et ce qui commence à ressembler à de la chienlit ne les arrange pas. C'est une tentative de passage en force, mais je ne pense pas qu'ils soient en position de réussir ce passage en force-là. Il faudra des institutions transitoires gérées par des civils et non pas par des militaires qui soient installés en Algérie avant qu'on ne pense à élire un président de la République pour un mandat plein et entier. Georges Aboké, l'armée a-t-elle la possibilité d'imposer là son diktat? Mais c'est même ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Non, mais là, on n'en est pas encore à la tenue de la présidentielle. Oui, mais c'est ce qui se passe, puisque les autorités de la transition sont issues de l'armée. La tête de la transition est issue de l'armée. Donc, c'est ce qui se passe. Et cela va m'étonner. On est à quelques jours du scrutin. Je pense que les choses vont aller dans ce même sens jusqu'à la tenue du scrutin. Et Ousseynou Nargueil l'a souligné, l'armée est constituée de généraux qui représentent une oligarchie, qui sont à la fois militaires et hommes d'affaires. Voilà, et c'est une situation qui a été décriée, justement, mais il y a beaucoup il y a un certain nombre de membres de cette armée qui se sont retrouvés mis à l'écart, certains même sont allés en prison. Donc, les quelques-uns qui ont encore patte blanche, c'est eux qui sont dans la transition et qui l'organisent et qui vont organiser le scrutin. Les officiers militaires, les officiers supérieurs de l'armée qui sont à la fois militaires et hommes d'affaires, ça devrait poser problème. Dans la mesure où le pouvoir ancien s'était appuyé justement sur cette armée. Donc, pour pouvoir s'appuyer sur cette armée, il fallait lui concéder un certain nombre d'avantages. Bon, c'est tout ça qui est décrié par le mouvement qui est lancé depuis 9 mois, mais je suis presque convaincu que ce mouvement ne va pas s'arrêter, parce que quand on connaît bien l'Algérie, eh bien l'Algérie est dictée est dirigée souvent par comment on va dire ça, par la pression de la rue. Et donc même après cette élection, eh bien celui qui va s'installer, je crois, surtout va tenir compte de la volonté justement de cette rue-là pour faire avancer les choses. En tout cas, la situation en Algérie reste très suivie. Nous allons rapidement aller au Bénin, où il y a eu cette sorte de retour avorté il y a quelques jours également de l'ancien président Thomas Boni Yayi, qui avait pourtant été accompagné au Bénin d'une délégation de très haut niveau de la CEDEAO. Il y avait parmi ces hauts responsables de la CEDEAO l'ancien président nigérian Abdussalam Aboubakar. Le retour de l'ancien président béninois Boni Yayi aura été très court. Le leader des forces Kori pour un Bénin émergent est arrivé en milieu d'après-midi de ce mercredi 20 novembre. Il est reparti le même jour, en début de soirée, avec la délégation de la CEDEAO qui l'a ramené. Boni Yayi serait resté quelques heures seulement, mais a pu exécuter un programme qui correspondait plutôt à un agenda personnel. Une rencontre était annoncée à 17h à la présidence de la République avec le numéro 1 béninois Patrice Talon, mais Boni Yayi ne s'y est pas présenté.
invité. L'entretien s'est fait sans lui et a duré 1h20 d'horloge environ. Pendant ce temps, Thomas Boni Yayi, dès sa descente d'avion, s'est rendu chez l'ancien président Nicéphore Soglo, l'autre géant de l'opposition béninoise, et dans la famille de Prudence Amoussou, cette mère de 7 enfants abattus lors d'une manifestation de l'opposition au lendemain des législatives contestées. Aussi bien à l'aéroport que dans son quartier à Kadjeroun et devant son domicile, Boni Yayi s'est fait applaudir par ses militants et sympathisants. L'ex-président s'est toutefois abstenu de s'exprimer publiquement. C'est Nourenou Achadé, un de ses fidèles et porte-parole de son parti, qui a parlé en son nom. Il a expliqué à la presse que Boni Yayi n'avait pas boycotté la rencontre avec le président Patrice Talon et précisé que la rencontre n'était pas prévue, que c'était plutôt les journalistes qui l'avaient annoncé. Boni Yayi n'est pas guéri et doit repartir pour poursuivre ses soins. L'ancien président a donc quitté Cotonou ce même mercredi soir avec la délégation de la CEDEAO. Il faut noter que Boni Yayi est venu accompagné de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, le patron de la commission de la CEDEAO, et de l'ancien président du Nigeria, Abdul Salami Abubakar, dépêché par l'actuel président Muhammadu Buhari. Le président Boni Yayi a donc finalement regagné, semble-t-il, le Nigeria où il se trouvait déjà après son départ du Bénin. Qu'est-ce qui n'a pas... On a presque envie de sourire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement? Ben, c'est clair, c'est net. Entre les dirigeants politiques béninois, eh bien, il ne règne pas la confiance, tout simplement. Chacun se méfie de l'autre. Chacun soupçonne l'autre de vouloir nuire. Il s'agit ici au Sénou Nargueil d'un problème de confiance, comme l'indique Georges Aboké. Non, pas précisément à mon sens. Moi, je tiens 2 informations de sources fiables. D'abord, ce ne sont pas les journalistes qui ont annoncé que le président Patrice Talon devait recevoir son prédécesseur. Une rencontre était bel et bien prévue entre Patrice Talon et François Boni Yayi. Simplement, Boni Yayi a refusé de se rendre au palais présidentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi qu'il était dans l'ordre normal des choses que cette visite-là soit une visite éclair. Boni Yayi venait dans le cadre d'une conférence, d'une rencontre de haut niveau, incluant la CEDEAO, à laquelle il a voulu prendre part. Mais ce que je tiens de mes sources, c'est que Boni Yayi reviendra autour du 20 décembre, cette fois pour plus longtemps ou même définitivement au Bénin. Il est simplement au Nigeria en train de terminer ses soins. Il est en train de se soigner au Nigeria. Donc Boni Yayi, dont on sait que la santé est fragile puisqu'il il avait quitté le pays pour des raisons de santé. Georges Aboké, on vous voit sourire. Oui, vous ne partagez pas tout à fait. Je souris parce que je trouve que au Bénin, les autorités ont décidé ça ressemble à une sorte de perte de temps, mais n'empêche que je maintiens ce que j'ai dit et ça confirme les attitudes des uns et des autres, confirme ce que j'ai dit. C'est un problème simplement de confiance les uns vis-à-vis des autres. Boni Yayi marque une sorte de méfiance par rapport à Patrice Talon et donc il a refusé de se rendre à cette rencontre. Mais est-ce qu'au préalable, Boni Yayi n'était pas convaincu qu'il n'irait pas? Enfin, il était bien. C'est même ce manque de confiance. Il était bien évident en son fort intérieur, qu'il ne s'y rendrait pas. Voilà, toujours parce que il se méfie parce qu'il n'y a pas la confiance. Et c'est même ce manque de confiance, cette méfiance qui l'amène en dehors du Bénin pour aller se faire soigner. Alors, au Sénou Nargueil, finalement, quelle pourrait être l'issue de ce feuilleton? Boni Yayi, Patrice Talon, on sait que ça avait été au départ, avant que le président Talon ne vienne au pouvoir, le grand amour, ensuite le désamour. Et quelle pourrait être la suite? Où le premier opposant est l'ancien président de la République, c'est-à-dire Abdoulaye Wade. C'est un schéma auquel, ici en tout cas, nous sommes habitués. L'ancien président Boni Yayi veut se poser en premier opposant de Patrice Talon. D'abord pour contester la gestion solitaire et cavalière du pouvoir par Patrice Talon, qui avait promis de faire un mandat et qui s'est dédié, qui est parti pour postuler un second mandat. Ensuite, Boni Yayi qui a
complètement fermer le jeu politique, puisque aux dernières élections, seulement 3 partis d'opposition ont pu prendre part à ces élections-là pour des questions de tracasserie paperassière. Donc, bon, quelle pourrait être la suite? Je crois que Boni Yayi veut peser, même s'il n'est pas candidat au prochain scrutin présidentiel, il veut peser dans le choix de celui qui portera les couleurs de l'opposition face à Patrice Talon, et il veut faire battre Patrice Talon au prochain scrutin présidentiel. Thomas Boni Yayi, donc revanchard. Obstiné en tout cas, et se croyant fort d'une légitimité à dire qu'il doit diriger le Bénin à la place de Patrice Talon et après Patrice Talon. Donc revanchard, je ne sais pas, mais toujours est-il que le président Patrice Talon a montré peu d'égard envers Boni Yayi. On se souvient que celui-ci avait été séquestré dans son propre domicile, donc ce ne sont pas des façons de traiter un ancien chef de l'État. Je crois que Boni Yayi a quelque part cela encore en travers de la gorge. Alors, on va conclure cette fois avec un sujet qui touche la sécurité au Mali. Le Mali qui a une énième fois été attaqué, enfin, qui a vu la dernière fois un camp militaire attaqué par des terroristes présumés. Les combats qui se sont déroulés lundi à l'est du Mali ont opposé les forces nigériennes et maliennes à des djihadistes. C'est ce qui est rapporté par le site d'information Mali Actu, faisant référence à un communiqué de l'armée malienne. Selon le texte, les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tambakor, dans la région de Gao. La même source précise que l'accrochage a causé dans les rangs des forces armées maliennes 24 morts. On y déplore également 29 blessés et des dégâts matériels importants. Du côté des djihadistes, il a été enregistré 17 morts, une centaine de personnes appréhendées actuellement aux mains des forces armées nigériennes à Tiloa, peut-on lire dans le document. Rappelons qu'il y a moins de 10 jours, près de 50 militaires maliens ont été tués dans une attaque similaire. Ça fait beaucoup. Et malheureusement, peut-être qu'il va en avoir encore. On est triste de ce qui se passe au Mali. C'est que quand on regarde dans le fond, il y a une non-maîtrise de l'information, une non-maîtrise du renseignement. Et encore une fois, puisqu'il s'agit de pays qui sont ensemble et qui vivent les mêmes difficultés, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, etc. Et il faut descendre au Bénin, au Togo, au Ghana, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, parce que la menace est en train de descendre. Eh bien, je pense que, encore une fois, l'Afrique, notamment l'Afrique occidentale, a l'obligation de se mettre ensemble pour organiser le renseignement, pour organiser la traque contre les terroristes. Ousseynou Nargaye, il faut que le renseignement soit, pour ce qui est de la lutte antiterroriste, soit renforcé dans les pays d'Afrique occidentale. Alors, le renseignement doit non seulement être renforcé, mais je crois aussi que le Mali doit accepter de recourir aux puissances occidentales, notamment à la France, je crois, pour ce qui est du renseignement. Et voilà, de ce point de vue-là, le Mali, en tant qu'analyste, je pense, devrait s'inspirer de 2 exemples. Celui du Cameroun, où après 3 ans de crise anglophone insoluble, Paul Biya a organisé un grand dialogue national. Je crois que c'est important pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de faire exactement la même chose avec ces djihadistes. Et le deuxième exemple, je crois, c'est celui du Burkina, où le Burkina a fait appel au renseignement français pour localiser les violations de son espace aérien, mais je crois aussi avec des drones pour identifier la présence de djihadistes sur son territoire. Et au final, je crois que la question qui se pose, c'est celle même de la capacité de l'État du Mali à continuer de contrôler un territoire aussi vaste que le Mali. Kidal n'est toujours pas contrôlé par le Mali. La problématique, la question de poser sur la table la partition du Mali, je crois, ne doit pas être un tabou.
je ne pense pas que ce soit totalement illégitime que la partie nord du Mali revendique son indépendance sous le nom de l'Azawad. Ousseynou Nargueil, on aura l'occasion de revenir sur ce débat très intéressant. Nous vous remercions au passage d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je rappelle que Ousseynou Nargueil est éditorialiste sénégalais, journaliste et fondateur du site d'information tract.sn. Mais je voudrais quand même dire qu'il faut que le Mali garde, maintienne son intégrité. Mais on aura l'occasion de refaire le débat, Georges Jaboké, et vous aurez ce soir un journal pays à nous présenter. Alors, nous allons parler de la Mauritanie. La Mauritanie qui est un pays qui a organisé une certaine mutation, une mue en tout cas, qui a changé de drapeau, d'hymne national et tout, et qui a un nouveau président. Nous allons voir ce que cela donne avec le regard sur l'actualité de ce pays. Alors, merci Georges Jaboké, merci surtout à Ousseynou Nargueil, journaliste, éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn au Sénégal, éditorialiste sénégalais qui a été disponible et en ligne tout au long de cette émission, malgré au départ quelques retards à l'allumage dus à des difficultés techniques. Merci à vous et très bonne suite de programme sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale.